progrès de l'ombre dans l'onglet 3 à 6. Le 3 était affreux, la pluie constante, impossible de sortir, le mauvais temps a duré plusieurs jours de la sorte. Jamais je ne soupçonnais que nous pouvions être aussi longtemps sans sortir de chez nous. L'humidité nous enveloppe de toutes parts. La pluie gagne au travers de notre toiture. Cependant, nos heures intérieures se ressentiront de ce mauvais temps dehors. Je n'étais triste. Apparemment, l'empereur n'était pas bien, je n'étais pas mieux. Qu'avez-vous, me disait-il, un de ces matins, depuis quelques jours, changé serait-ce la morale? Vous verriez-vous des dragons à la manière de Madame de Sévigny? Je répondais, c'est la physique. L'état de mes yeux m'attriste à mort. Car pour la morale, je sais la tenir en bride. Au besoin, j'aurai les bridons et votre majesté m'a donné des apparents qui seraient en une demi-heure avec de ressources. Cependant, l'empereur travaillait 3, 4 jusqu'à 5 heures de temps à l'anglais. Ses progrès devenaient en rayonnement très grand. Il en était frappé lui-même. On s'en réjouissait en enfant. Il disait un de ce jour à table et il répète souvent qu'il me doit cette conquête et qu'elle est bien grande. Je n'y aurais pourtant eu d'autres mérites que celui que j'ai employé pour les autres travaux de l'empereur, d'avoir osé en donner l'idée d'y être revenu sans cesse et une fois entamé, d'avoir mis dans l'exécution qui dépendait de moi une promptitude et une régularité journalière qui faisions toute son encouragement. S'il arrivait qu'on ne fût pas prêt quand il nous demandait s'il fallait envoyer au lendemain, le dégoût de saisissait aussitôt. Et le travail, on demeurait là jusqu'à ce que quelque chose vint le remonter. J'ai besoin d'être poussé, me disait-il confidentiellement dans une de ces interruptions passagères. Le plaisir d'avancer peut seul me soutenir, car mon cher, nous pouvons en convenir entre nous. Rien de tout ceci n'est amusant. Il n'y a pas les mots pour rire dans toute notre existence. Avant dîner, l'empereur faisait toujours plusieurs parties d'échecs. À nous, après dîner, nous réprimons les versiers qui avaient été longtemps abandonnés. Comme on ne se pliait pas, je dis très régulièrement, on convint de d'en faire une masse commune. On discuta sur sa destination future. L'empereur demanda les avis. Quelqu'un proposa donc de livrer la plus jolie esclave de l'île. Cette opinion enleva tous les suffrages. L'on s'y mit au jeu avec ardeur. Et la première soirée produisit 2 Napoléons et demi. La frégate de Thébène est arrivée du Cap et nous a apporté quelques journaux. Je les traduisais à l'empereur. Nous promenons dans le jardin. Un de ces papiers renfermait une grande catastrophe. J'ai lu que Murat ayant débarqué avec quelques hommes en Calabre, il avait été saisi et fusillé. À ces paroles inattendues, l'empereur m'interrompt du bras. C'est écrié. Les Calabrais ont été plus humains, plus généreux que ceux qui m'ont envoyé ici. Ce fut tout. Après quelques moments de silence, comme il ne disait plus rien, je continuai. Murat, son vrai jugement, son vue solide, son caractère proportionné à ces circonstances venait de périr dans une tentative évidemment désespérée. Il n'est
pas impossible que le réduit de l'empereur de l'île d'Elbe ne lui eût tourné la tête et qu'il n'espéra peut-être en renouveler les prodiges pour son propre compte. Ainsi périt misérablement celui qui avait été une des causes si actives de nos malheurs. En 1814, son courage et son audace pouvaient nous tirer de l'abîme. Sa trahison nous y précipita, il neutralisa les viscéras sur les peaux. Il y combattit lorsque réunis ensemble, ils ont pu forcer les gorges du Tyrol, descendre en Allemagne et venir sur Bâle, les rives du Rhin, détruire ses yeux le derrière des Alliés et leur couper toute retraite de France. L'empereur à l'île de l'Elbe dédaigna toute communication avec le roi de Naples, mais partant pour la France. Il lui écrivait qu'allons reprendre possession de son trône. Il se plaisait à lui déclarer qu'il n'était plus dépassé entre eux, qu'il lui pardonnait sa conduite dernière, lui rendait sa bienveillance, lui envoyait quelqu'un pour lui signer la garantie de ses états et lui recommandait sur toute chose de se maintenir en bonne intelligence avec les Autrichiens et de se contenter de les contenir dans le cas où ils voudraient marcher sur la France. Murat, en ce moment, tout au sentiment de sa première jeunesse, ne voulut ni garantie ni signature. La parole de l'empereur, son amitié, lui suffisait, s'écria-t-il, et prouverait qu'il avait été plus malheureux que coupable. Son dévouement, son hauteur alliant, disait-il, lui obtenir l'oubli du passé. Mais il était dans la destinée de Murat, disait l'empereur, de nous faire du mal. Il nous avait perdus en nous abandonnant, et nous perdit en prenant trop chaudement notre parti. Il ne garda plus aucune mesure, il attaqua lui-même les Autrichiens, sans plan raisonnable, sans moyens suffisants. Il se combat sans coup ferrière. Les Autrichiens, délivrés de cet obstacle, s'en serviront comme des raisons ou comme des prétextes pour en augurer des vues ambitieuses de Napoléon reparaissant sous la Seine. C'est ce qu'ils lui objetteront constamment toutes les fois qu'il leur protesta de sa modération. L'empereur, avant la circonstance malheureuse des hostilités de Murat, avait déjà noué quelques négociations avec l'Autriche, d'autres États inférieurs que je crois inutile de nommer, lui avions fait dire qu'il pouvait compter sur leur neutralité. Nul doute que la chute du roi de Naples n'ait donné une autre tournure aux affaires. On a essayé de faire passer Napoléon pour un homme terrible, implacable. Le vrai, c'est qu'il était étranger à toute vengeance et ne savait pas conserver des rancunes, quelque mal qu'on lui eût fait. Son courroux d'ordinaire s'excellait par des sorties violentes et c'était là tout. Ceux qui le connaissaient le savaient bien. Murat l'avait outrageusement trahi en vient de lire qu'il avait perdu 2 fois. Et cependant, c'est à Toulon que Murat a pu chercher un asile. Je l'eusse amené à Waterloo, nous disait Napoléon, mais l'armée française était tellement patriotique et morale qu'il est douteux qui eût voulu supporter le dégoût et l'horreur qui avait inspiré celui qu'elle disait avoir trahi, perdu la France. Je ne me crois pas assez puissant pour l'y maintenir et pourtant il nous eût valu peut-être la victoire, car qu'il nous fallut il dans certains moments de la journée
enfoncé 3 ou 4 carrés anglais où Murat était admirable pour une telle besogne. Il était précisément l'homme de la chose. Je mets à la tête d'une cavalerie. On y vit quelqu'un de plus déterminé, de plus brave, d'aussi brillant. Quand on parallèle de circonstances de Napoléon et de Murat, celui de leur débarquement respectif en France et sur le territoire de Naples, disait l'autre, il n'en serait existé aucun. Murat n'avait d'autre bon argument dans sa cause que le succès, et il était purement chimérique au moment et de la manière dont il a entrepris. Napoléon était l'élu d'un peuple. Il était le légitime dans leur doctrine nouvelle. Mais Murat n'était point napolitain. Les Napolitains n'avaient jamais élu Murat. Était-il à croire qu'il peut exciter parmi eux un bien vif intérêt? Aussi la proclamation était tout à fait fausse et vide de choses. Ferdinand de Naples devait et pouvait ne le présenter que comme un fauteur d'insurrection. C'est ce qu'il fit et le traita en conséquence. Quelle différence avec moi, continuait Napoléon. Avant mon arrivée, toute la France était déjà pleine d'un même sentiment. Je débarque et ma proclamation ne plaint que de ce même sentiment. Chacun y dit ce qu'il a dans le cœur. La France était mécontente, j'étais sa ressource. Le mot et le remède feront aussitôt en harmonie. Voilà toute la clef de ce mouvement électrique. Sans exemple dans l'histoire, il prit sa source uniquement dans la nature des choses. Il n'y eut point de conspiration et le long fut général. Pas une parole ne fut portée et tout le monde se tendit. Les populations entières se précipitèrent sur le passage du libérateur. Le premier bataillon que j'enlevai de ma personne me valut aussitôt de la totalité de l'armée. Je me trouvai porté jusqu'à Paris. Le gouvernement existant, tous ses agents disparuront sans effort, comme les nuages se dissipant à la vue du soleil. Et encore fussé-je succombé, terminé l'empereur, encore fussé-je tombé dans les mains de mes ennemis. Je n'étais pas purement un chef d'insurrection. J'étais un souverain reconnu de toute l'Europe. J'avais mon titre, ma bannière, mes troupes. Je venais faire la guerre à mon ennemi.